Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais à l'heure où j'écris ces lignes, hier matin pour être précis, je ne sais toujours pas ce que le Premier ministre de Jupiter a annoncé concernant la deuxième phase du déconfinement. Hexagone bicolore ou monocolore? Pouvons-nous toujours nous déplacer dans un rayon de 100 km autour de notre domicile où la distance autorisée a-t-elle été revue à la hausse? Peut-on prendre un café ou une bière au comptoir? Les restaurants restent-ils fermés? Et sinon, quelles sont les conditions de leur réouverture? Autant de questions qui ont dû être au centre de la déclaration gouvernementale de hier après-midi. Ce qui est troublant en tout cas dans cette histoire, ça n'est pas la façon dont s'effectuent ces annonces, non. C'est plutôt la situation dans laquelle elles nous mettent. Cette situation de dépendance vis-à-vis de prise de décision concernant notre vie quotidienne. L'autre jour, par exemple, lorsque Édouard Philippe nous a annoncé que cet été, on pourrait partir en vacances en juillet, j'avais presque envie de lui dire merci. Et comme le disait lundi matin la philosophe Julia de Funès à France Inter, d'un coup, la liberté s'apparente à une faveur gouvernementale alors que c'est un droit fondamental. Et les entorses à nos libertés individuelles, que nous acceptons assez docilement au nom d'une situation sanitaire préoccupante, eh bien ces atteintes, elles se multiplient. Restriction de déplacement, obligation de les justifier, interdiction des regroupements de plus de 10 personnes dans l'espace public, surveillance par drone équipée d'un mégaphone, mise en place de l'application Stop Covid permettant dans un souci de prévention de retracer a posteriori l'ensemble de nos déplacements, réactivation de l'état d'urgence. Ces mesures nous sont décrites comme provisoires, mais jusqu'à quand ? Souvenez-vous, après l'état d'urgence résultant des attentats de 2015, un certain nombre de dispositions sécuritaires avaient été prises sous couvert là aussi de l'état d'urgence, notamment en matière de télésurveillance. Lorsque celui-ci a été levé, la plupart de ces dispositions ont simplement été intégrées à la loi ordinaire après discussion avec le Parlement. La télésurveillance, du coup, au fil du temps, a vu sa fonction de surveillance antiterroriste se transformer en aide à la verbalisation. Stationner en double fil, doubler sur une ligne blanche, griller un feu rouge, toutes ces infractions du quotidien sont désormais rapidement repérées par les objectifs des caméras et dûment verbalisées. Mais ces caméras, elles peuvent aussi aider à surveiller des manifestations, à repérer des migrants sur les plages du nord de la France. Passé le temps du coronavirus, il nous faudra en tout cas veiller à ce que nos libertés ne soient plus conditionnelles. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, assemblé et mixé par Éric Falavier, notre réalisateur des temps de crise. Une émission fabriquée encore une fois de briques et de broc. Les studios de Radio Campus étant toujours fermés, mais l'heure de la réouverture arrive et l'équipe de Caramel Mou dispersée aux quatre coins de l'agglomération façon puzzle. Ce soir néanmoins, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, et notre bon professeur Thibault ont réussi à envoyer une chronique. Éric Larraine, de son côté, nous fera une lecture d'un chapitre du dernier livre de Pascal Dessaigne, Vers la beauté toujours, livre à sortir le 3 juin prochain aux éditions de la Salamandre, magnifique invitation à partir en balade, et puis l'écrivain Didier Goupil nous donnera des nouvelles, nous parlera de dragons, de fromage et de jambon, de médailles en chocolat et de rêves évaporés. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Saxicola Ruby, c'est le nouveau duo de la galaxie Linoleum, ce label qui met en avant les musiques aventureuses, s'éloignant des autoroutes de la production musicale faite à la chaîne, lui préférant plutôt les chemins de traverse. Saxicola Ruby, c'est 2 clarinettes basses, c'est aussi 2 sax soprano.
Laurent Rochelle, initiateur par ailleurs de ce label rare et précieux d'un côté, et dire que Vaugeler de l'autre. Ensemble, ils développent une musique tour à tour vive et alerte, nostalgique et envoûtante, virevoltante et entraînante, exercice de haute voltige aux joutes colorées et aux arabesques savantes. Leur set automnal à la cave poésie avait emporté l'adhésion du public lors d'une soirée consacrée aux souffleurs et aux improvisateurs. Saxicola fait paraître cette semaine un premier album, Ornithologisme, que l'on peut retrouver sur leur site linoleum-record.com, chaudement recommandé par la maison Taxicola Ruby, Fer à Baden, extrait de l'album Ornithologisme, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Après nous avoir parlé d'un vieux disque, puis de 3 projets que l'on aurait pu découvrir au printemps et dont les sorties publiques sont retardées à plus tard, Jean-Pierre Lérac nous dévoile maintenant les contours d'un spectacle que l'on ne verra sans doute pas dans la région avant longtemps. Salut Jean-Pierre. Amis de plus en plus déconfinés, bonjour. Nous avons ces dernières semaines parlé de projets qu'on aurait dû découvrir au printemps dans la région toulousaine et que nous espérons découvrir en automne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que nous ne verrons pas. Malheureusement, Jazzalus, n'ayant pas les moyens de programmer cet ensemble, nous avons bien étudié la question, mais c'était vraiment au-dessus de nos moyens et c'est bien dommage. Ce projet s'appelle The Blue Shroud. Et c'est un projet écrit et dirigé par le contrebassiste anglais Barry Guy. Ce projet, c'est un hommage à la peinture Guernica de Pablo Picasso. C'est plutôt un hommage aux victimes de Guernica, des bombardements des forces aériennes de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, ordonnés par le tristement célèbre général Franco. Et donc pour ce projet-là, il s'est entouré d'un ensemble international, 13 musiciens. On y retrouve d'ailleurs deux musiciens français, Michel Godard au tuba et Ramon Lopez, qui d'ailleurs est espagnol, mais qu'on va considérer comme musicien français évidemment.
que nous connaissons depuis très longtemps sur les scènes françaises. Donc c'est évidemment tout un tas de musiciens triés sur le volet. On y trouve également le pianiste barcelonais Agustí Fernández, qui est un vieux complice de Barigay, ou également la violoniste Maya Homburger. Ce projet, c'est vraiment tout l'univers de Barigay, c'est-à-dire c'est une musique très écrite, musique contemporaine donc, écrite par Barigay, mais avec quelques fragments d'Erich Biber ou de Jean-Sébastien Bach. Donc on mélange cette musique contemporaine avec beaucoup de la musique improvisée, qui est aussi l'univers de Barigay, avec beaucoup de musiciens qui sont adeptes de cette pratique évidemment dans cet ensemble. Et plus surprenant de la musique baroque, plus surprenant sauf si on connaît Barigay, parce que c'est vrai qu'il a souvent navigué entre ces deux univers. Il a enregistré de nombreux albums avec sa compagne Marion Burger, qui est une violoniste baroque, donc en mélangeant la musique improvisée et la musique baroque. Donc la présence également, qu'il faut le dire, qui a une importance particulière sur ce projet, c'est la chanteuse Savina Iannatou, la chanteuse grecque qui, elle évidemment, elle est idéale pour ce projet. C'est une chanteuse assez extraordinaire qui est aussi à l'aise dans la musique traditionnelle, le jazz, que la musique contemporaine, mais également sur les improvisations. Une petite parenthèse, nous avions programmé il y a une vingtaine d'années Savina Iannatou, qui était encore moins connue à l'époque, dans une toute petite chapelle dans le camp de Jazzaluz. Très peu de gens s'en souviennent évidemment, c'était un moment très délicieux. Donc voilà, donc pour cette musique, donc on navigue dans tous ces univers. C'est puissant, c'est beau. C'est du Barigay. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel,
Goupil, dont le dernier livre, Brûler le Louvre, est sorti en septembre dernier aux éditions Inédits, collection Texture, est un habitué de cette émission. Et comme pour tous nos amis proches, nous lui avons demandé des nouvelles. Il nous a envoyé cette lettre sonore en réponse. Didier Goupil. Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, Jean-Philippe, mais personnellement, je dois l'avouer, et il semble que nous avons été nombreux dans ce cas, le confinement, moi, ça m'a fait rêver. Oui, rêver, et pas qu'un peu. Nous sommes incorrigibles, tu le sais bien, et dans nos esprits espérants, le 17 mars s'est aussitôt apparenté à une sorte de 14 juillet écologico-humaniste, à quelque chose comme un armistice festif et militant à la fois. Alors, c'est vrai, nous avons rêvé d'une drôle de manière, d'une manière pas ordinaire, qui nous a non seulement étonnés, mais stupéfaits. Nous avons, et ce n'est pas fréquent, rêvé les yeux ouverts. N'est-ce pas, après tout, la meilleure manière de rêver? Nous avons rêvé que la nature allait reprendre un peu de ses droits. Plus d'avions dans le ciel, plus de trains, plus de voitures. Toute activité à l'arrêt, les forêts et les océans allaient pouvoir respirer, et les animaux retrouver le goût de la vie. Les oiseaux déjà gambadaient sur nos balcons et dans nos jardins, gazouillant joyeusement. À la télé, les ciels de Wuhan ou de Milan nous apparurent tout à coup d'un bleu azur digne des plus beaux tableaux du Quattrocento. Et nous avons rêvé que ce silence, cet incroyable silence, dure encore. Nous avons rêvé de retrouver ou d'inventer une nouvelle vie de famille, faite de jeux et de joie, de repas partagés et de soirées douces et agréables, sans violence conjugale, sans enfants décrocheurs dans leur chambre, les yeux brûlés par les écrans, sans rodéo sauvage et mortel au bas de la rue, et une pluie d'amendes à 135 € dans l'atmosphère. Nous avons rêvé au retour de l'esprit de lumière, de nouvelles lumières qui nous auraient permis de revoir, si ce n'est refonder, notre modèle social et économique, de revaloriser ce que la société considère à tort comme les bas métiers, de repenser, enfin, l'hôpital public et l'école de la République. Il y aurait tant à dire sur ce sujet. Nous avons rêvé que pour une fois, nos gouvernants se montreraient à la hauteur, qu'ils ne nous prendraient pas pour des enfants ou des gogos, que comme d'habitude, ils ne nous mentiraient pas, ne nous tromperaient pas, que tout à chacun tirerait dans le même sens, avec bon sens et civilité, avec honnêteté et respect de tous. Nous avons rêvé, surtout nous autres, adeptes du masque et de la plume, que nous avions un ministre de la Culture, un vrai, avec une vision, un dessein, une ambition. Nous avons même rêvé, enfin pas moi, mais certains peut-être, et je ne les en blâme pas, la crédulité dans un monde cynique est une qualité précieuse, que notre président, sans chemise blanche ni mèche rebelle, se souviendrait de son amour du théâtre et de ses lectures de jeunesse. Lisez, lisez, disait-il à l'envi. Au lieu de ça, nous le savons, il nous a invités sans rire, et même avec une certaine et curieuse gourmandise, à enfourcher le dragon, et à aller voir au fond de la cale s'il n'y aurait pas un peu de jambon ou un morceau de fromage. Sans plus état d'âme qu'eux en ont eu pour leur prochain, nous avons même rêvé, nous le reconnaissons sans vergogne, que Trump et Bolsonaro, à l'instar de Boris Johnson, finissent par attraper ce fichu virus, et qu'ils en soient réduits à se faire vidanger les poumons à l'eau de Javel. Nous autres auteurs, tristes pour nos amis du spectacle vivant, privés soudainement de tout ce qui fait la sève, le jus de leur métier, à savoir le public, nous autres auteurs, donc, nous avons rêvé, sans vraiment trop y croire, d'écrire le livre que nous n'avions pas pu ou pas su jusqu'à présent écrire. Un beau livre, bien sûr, un grand livre même, le meilleur sans doute de tous nos livres. Le soir, à 20h, nous avons rêvé que nos applaudissements se transformeraient non pas en médailles en chocolat, mais en estime et en espèces sonnantes et trébuchantes. De manière plus triste, ceux et celles d'entre nous qui ont eu le malheur de perdre un proche ont pour leur part rêvé qu'après la douleur, ils allaient pouvoir accompagner leurs anciens jusqu'à la fin et pouvoir les enterrer en famille, entre amis, au cours d'une cérémonie, comme l'homme le fait depuis qu'il est homme. Oui, nous avons rêvé, tant rêvé, Jean-Philippe. Et puis le 11 mai est arrivé. L'heure du déconfinement a sonné, a tristement sonné, devrais-je dire, comme le réveil un lundi matin gris de pluie, comme le clairon à l'orée de la défaite à venir. Le réel était de retour. L'heure de la libération, tant attendue, était venue. Une drôle de libération en réalité.
Une libération qui résonnerait comme une abdication, comme un piteux retour en arrière. Une libération qui, au final, devrait de nouveau nous enfermer dans le monde d'avant. Pas tout à fait le même peut-être, mais sans doute aussi blême. Alors que, comme tu le sais, Jean-Philippe, comme nous sommes nombreux, très nombreux à le savoir, ici en France, mais aussi partout dans le monde, nous n'aspirons et ne rêvons que de l'après, et des beaux lendemains que nous aimerions voir chanter, comme les moineaux dans les arbres, en temps de confinement. For a long time I did believe in the perfect one for me. But what was I thinking? This one is fantasy. This one is a fantasy. I wanted someone different, but someone like me, with no false spirit and all my qualities. But since I met you, dear, all of this is history. All of this is hypnosis. All of me is hysterica. 'Cause you're so beautiful, you're so beautiful. Wouldn't care if you were stupid. Beautiful, you're so beautiful. Wouldn't mind if you were dumb. You're so beautiful, you're so beautiful. Wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were dumb, I'll let you be back. Take me there, my superficial hero. Here's the world of super plastic ego, where love is just no blind at all. And then that is why I want more. I'm gonna lick your floor. That is why I need more eyes to watch you more. That is why I'll be your horse. 'Cause you're so beautiful, you're so beautiful. I wouldn't care if you were stupid. So beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were down. You're so beautiful, you're so beautiful. I wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were down. I'll let you be bad view. The beautiful soul. Your beautiful soul. I want it, I want it, I want it. Your beautiful soul. I want it, boy. Your beautiful soul. Yeah. Beauty, full of beauty, full of beautiful. Beauty, full of 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 beautiful. I want beauty, full of beauty, full of beauty, full of like you, full of beautiful soul, like you, beauty, full of beautiful soul, just like you, oh like you, beautiful, beautiful, I'm on a pretty bad, beauty, full of your beautiful soul, beauty, full of beautiful, beauty, full of beauty, full of beauty, full of beauty, full
Frederica Alesina, Beautiful. Tiens, en voilà un album que nous étions une palanquée à attendre la langue pendante. Attente terminée. Cet album est sorti ce matin sous la forme d'un EP 6 titres répondant au joli nom de Body. On peut le trouver sur Bandcamp, une des rares plateformes hexagonales à payer normalement les artistes mettant leur production en vente sur Internet. Ce 6 titres, c'est donc celui de Frederica Alesina, la plus perchée des musiciennes, vocalistes, chanteuses, percussionnistes et compositrices de ce côté-ci de la Garonne et même d'ailleurs. Elle fait tout sur ce EP, même les programmations. Elle joue de tout, sauf une partie de piano qui est jouée par Rémi Panossian. Et puis, elle chante, voix habitée, cristalline parfois, féline souvent, renversante toujours. Vous dire que je l'adore, est-ce vraiment la peine? Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel. Auteur de polar et de romans noirs, Pascal Dessaigne, au-delà d'histoires marquées par la crise industrielle, le mal-être ouvrier, la crise écologique et la déshérence de personnages déclassés, nous fait également partager dans ses romans, par une écriture finalement très naturaliste, son intérêt pour la nature. Intérêt qui est au centre de son nouveau livre, Vers la beauté toujours, aux éditions de la Salamandre. 17 chapitres, 17 petites histoires, ayant pour point commun la marche. En forêt, en montagne, hors des sentiers battus, le jour, la nuit, Pascal Dessaigne marche. Il en tire un plaisir jubilatoire, une source de réflexion sur l'époque, une occasion d'observer les espaces naturels et les animaux qui la peuplent. Ce sont ses impressions, ses sensations, sa philosophie de marcheur qu'il nous livre dans ce petit opuscule de 134 pages qui sortira le 3 juin prochain, mise en bouche immédiate, et pour cela nous avons demandé à Éric Larreyne de nous lire Une nuit dans les bois, petit texte qui ouvre ce recueil. Pascal Dessaigne, Éric Larreyne, Une nuit dans les bois. Une nuit dans les bois. Marcher fait peur parfois. Et j'aime marcher quand j'ai peur. Cela arrive la nuit en pleine nature, dans les bois en particulier, où le moindre craquement peut laisser penser à une bête tout près. Et soudain une chouette ulule, et c'est l'impression, presque la certitude, d'être parvenu à un pays de sortilèges, comme dans les aventures de Bilbo le Hobbit dans la forêt noire. Et vous vous débattez dans les toiles gluantes et de grosses araignées qui, malgré tout, ont bien le droit de vivre, cherchent à vous becqueter. Il s'agit là, reconnaissons-le, d'une peur irrationnelle et disons-le stupide. Il n'existe pas de telles araignées, n'est-ce pas ? Je pense plutôt à une autre peur, plus douce, à celle qui vous saisit brièvement et puis, après que vous vous êtes sermonné, le monde est normal, bon sang, vous invite à croire qu'il y a en effet une bête, à quelques pas peut-être, mais qu'elle n'emmène pas plus large que vous, qu'au moindre nouveau geste, elle va s'enfuir d'ailleurs, et qu'elle vous observe, comme vous ne pouvez le faire, car vos yeux ne sont pas adaptés à la nuit. Un blaireau, un hérisson, une biche. On se promet de ne plus faire de bruit, mais crac! Et c'est là que soudain de gros projecteurs éclairent la scène, et on découvre alors qu'on est entouré, comme dans certains dessins animés, par tous les animaux de la forêt, qui seraient prêts à vous admettre dans la communauté, mais tout de même. Certaines nuits, j'ai connu cette peur en marchant en Brenne aux abords de l'étang de la mer Rouge. Des arbres grincent, un chevreuil aboie. Cet instant où on manque de trébucher, la lune qui crève les nuages, puis s'efface à nouveau. Les crapauds calamites se mettent à chanter, et on dirait bien là-bas un hibou. Les aigrettes dressées,
sur une branche tordue. Ensuite, je me suis reposé sur le tronc d'un chêne vénérable qui avait eu la bonne idée de pousser penché, presque au-dessus de l'eau. Pas une peur ultime, donc. Une peur qui favorise une autre perception du vivant. Qui a marché la nuit dans une forêt, sans lampe, comme les yeux bandés, reconsidère sa position dans la nature et dans le monde, car il ne peut qu'admettre ses manques, ses limites, sa modestie, sa grande vulnérabilité. Mais que fais-je là ? Suis-je obligé de me demander au bout d'un moment ? À me cogner contre les troncs, à me demander quand même si un fauve ne va pas fondre sur moi et me dévorer tout cru. Il ne manquerait plus que je me perde, auquel cas ça rallongerait la sauce. Je vais me persuader qu'il s'agit d'une chance, que la magie opérera au détour d'un chemin, qu'il y aura donc une récompense. Cette idée de la carotte, on n'y échappe pas. Mais où est donc cette route dont j'apprécierais la texture bitumée qui me ramènerait au village ? N'avez-vous jamais entendu le cri singulier et désespéré du marcheur une belle nuit de printemps ? Mais bon Dieu, où donc est ma bagnole ? Et encore une branche qui fait obstacle, et on se raccroche comme on peut au vide ou à des ronces. Les épines s'enfoncent dans la chair, on saigne. N'ai-je pas perdu la tête ? Suis-je un être sensé ? La plupart des gens que je connais à cette heure sont confortablement installés dans leur canapé à regarder, je l'espère, une émission intéressante à la télévision. Un reportage sur une expédition au Népal. Galoper, tu peux toujours cavaler. Tôt ou tard, je te rattraperai. Tôt ou tard, je te trouverai. Allez, file dire à tous les félons. File dire à tous les félons. Les parjures, les renégats, les langues bien pendues. Que leur secret, j'ai mis la main dessus. Que leur secret, j'ai mis la main dessus. Allez, va, cours pour leur donner de mes nouvelles. C'est pas le retour de la tourterelle. Dis-leur que je suis à leur trousse. Ils me parlaient d'une voix si douce. T'aurais dit les pas d'un ange sur la mousse. M'a appelé par mon nom, rescousse. M'a dit mes 4 vérités. M'a envoyé faire ses 4 volontés. Allez, file dire à tous les félons. File dire à tous les félons. Les parjures, les renégats, les langues bien pendues. Que leur secret, j'ai mis la main dessus. Et préviens-les que je suis revenu. Tu peux toujours cavaler. Toujours galoper. Tu peux toujours cavaler. Tôt ou tard, je te rattraperai. Tôt ou tard, je te trouverai. Vous pouvez jeter la pierre et cracher du venin. Travailler dans l'ombre à la mort du prochain. Aussi sûr que Dieu a créé père et mère. Ce qui est dans le noir verra la lumière. Tu peux toujours cavaler. Toujours galoper. Tu peux toujours cavaler. Tôt ou tard, je te rattraperai. Tôt ou tard, je te trouverai. Allez, file dire à tous les filous. File dire à tous les filous. Les parjures, les renégats, les langues bien pendues. Que leur secret, j'ai mis la main dessus. Et
ciel mou, c'est fou. Après cette chanson d'Éric Larraine, La main dessus, extraite d'un album Chamonix qui sortira quand il sortira, nous voici déjà arrivés à la dernière étape de cette émission. Notre bon professeur Thibault nous parle encore et toujours de pellicule et pas de tragédie de Racine. Bonjour professeur Thibault. Bonjour petite fée de la FM, ça déconfine, ça déconfine, ça déconfine de tous les côtés. Quel bonheur, allez-vous me dire. Mais j'allais vous dire, la France a peur. Une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, 6 vagues, 7 vagues. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais, c'est absolument terrible. Alors, en bon français, j'ai décidé de me préparer. J'ai décidé de me préparer au reconfinement qui ne viendra peut-être jamais, mais qu'en ai-je à faire? Je vais me reconfiner. Mais ce coup-ci, je serai prêt. Donc, bien sûr, je suis allé faire mes courses. J'ai acheté mes 145 kilos de pâtes. J'ai mes 135 bouteilles d'eau, là, comme ça, que j'ai rangées à la maison. Mais surtout, je me prépare culturellement. Alors, la dernière fois, j'avais fait l'erreur, justement. J'avais été pris un peu de cours et j'avais fait l'erreur de ne pouvoir être prêt au moment du confinement. Donc, ce coup-ci, je serai prêt et je vais vous proposer une sorte de panier de la ménagère, comme ça, en cas de reconfinement. Mais de toute façon, vous allez vous reconfiner. C'est forcément obligatoire, on aime bien être chez soi, comme ça et tout. Quand on va être dehors, on va être déçu, parce que on va se dire, ah mais les gens sont bizarres, ah mais c'est pas possible, mais du coup ça vaut pas le coup de sortir, donc du coup je vais rester à la maison, et en fait finalement, peut-être qu'on va se reconfiner comme ça, complètement inconsciemment. Allez savoir. En tout cas, c'est parti, un petit panier donc de la ménagère, et donc l'erreur que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'évidemment, pris de court, je n'avais pas pu me préparer, et forcément, j'étais toujours sur ma ligne, comme ça, vous savez, j'aime pas les films trop longs, alors vraiment, il faut que vraiment le cinéaste ait quelque chose à dire, pour que je puisse, comme ça, m'attarder des heures et des heures sur un film. Il y en a très peu, Il était une fois en Amérique, par exemple, de Sergio Leone en fait partie, mais je vais pas du tout vous proposer ça ce soir. On va attaquer avec... alors là, du coup, on a le temps, donc on charge plus illégalement. Hein, vous voyez, là maintenant, on peut commander et tout. Donc on va se précipiter sur une édition Blu-ray d'ailleurs ou DVD de Laurence d'Arabie, un extraordinaire film d'aventure qui doit dater de. Alors comme je suis toujours un peu sans filet, ça doit dater de 62. Il y a David Lean qui vient de terminer Le Pont de la rivière Kwai, qui lui aussi est un extraordinaire film de guerre, aventure, etc. Et là, il repart un petit peu d'ailleurs avec la même équipe sur ce projet pharaonique donc de Laurence d'Arabie qui raconte l'histoire d'un jeune officier britannique. Ça se passe au début du siècle, en 1914, 1916, etc. Qui enquête sur les révoltes arabes contre l'occupant turc, et en fait cet officier britannique va passer du côté des insurgés, donc et va se bâtir un personnage qui lui est devenu mythique, donc puisqu'il va se faire donc appeler Lawrence of Arabia, donc Laurence d'Arabie. Donc c'est quelque chose de complètement dément. Moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est assez indescriptible, c'est la grande aventure, la vraie, bien sûr tourné en décor naturel, je vous raconte pas le nombre de figurants, etc. Le casting c'est du 4 étoiles, on y retrouve Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Alec Guinness qui était déjà dans le pont de la rivière Kwai, et alors là du coup effectivement on en a pour 227 minutes d'aventure. Ça c'est formidable. Ça fait à peu près, alors 227, on ne doit pas être loin des 4 heures. Je vous les ai même calculé ça en secondes. Ça fait 13 620 secondes de soleil, d'aventure, de chevauchée, d'explosion, et bien sûr un petit peu aussi bien sûr ce petit discours politique qui est en filigrane. Alors là c'est pas mal, vous voyez, là ça fait 4 heures, hein, ça fait 4 heures d'occupé, c'est déjà pas mal dans une journée. On peut continuer encore. Alors avec quoi on va continuer? On va continuer avec un film indien. Tiens,
je parle rarement de cinéma indien. Alors celui-là est complètement dément. Moi je l'aime beaucoup. Alors je suis pas un grand spécialiste du cinéma indien, mais à une époque j'ai eu acheté quelques petites choses. Et puis là aussi il faut avoir du temps quand même pour regarder les films indiens, donc qui sont quand même très au niveau de la durée, ça peut avoisiner les 4 heures, 4 heures et demie. Vous voyez un petit peu, ce que je veux dire. Et là on va parler d'un polar qui est complètement incroyable, qui s'appelle, alors pardonnez ma prononciation, qui s'appelle Ahanken, A-A-N-K-H-E-N, qui est un film donc de 2002, je pense, quelque chose comme ça, ouais, 2002. Alors là, j'ai quand même noté le nom du réalisateur, qui est un film de Vipul Amrutla Shah. Voilà, encore une fois, pardon de ma prononciation, et c'est avec une très très grande star du cinéma indien qui s'appelle Amitabh Bachchan. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Alors très rapidement, bien évidemment, l'intrigue. Alors ça, l'intrigue est complètement folle vu que c'est un employé de banque qui va tout simplement se faire virer par ses supérieurs, et donc là, il va l'avoir un petit peu en travers, et donc il va fomenter le braquage de la banque dans laquelle il a travaillé, mais il a une idée totalement saugrenue, c'est-à-dire qu'il se dit à un moment donné, je vais recruter des aveugles pour braquer cette banque. Et là, ça devient dément, puisque ça va être une sorte il va y avoir une bonne partie du film, ça va être l'entraînement donc de ces jeunes recrues. Et donc, écoutez, on s'embête pas, c'est-à-dire qu'on reconstitue la banque à taille réelle, c'est une sorte de maquette dans laquelle on s'entraîne comme ça, mais c'est fait à taille réelle. Donc c'est complètement dément, bien sûr, comme tout bon film indien qui se respecte, il y a les chansons comme ça qui viennent apporter chaque fois un petit intermède un petit peu différent. Moi personnellement j'ai adoré le film, la séquence de braquage est absolument tonitruante, donc c'est des aveugles qui braquent une banque, et c'est Only in India. Donc je redis comme ça le titre du film pour me faire plaisir, ce sera Ken de Vipul Amrutla Shah. Voilà, ça vous pouvez trouver ça, je pense, en DVD, ça doit être assez facilement trouvable parce que le film est assez renommé. Et puis alors, bien sûr, on va lire. Parce que la dernière fois, je n'avais pas lu, j'étais pas prêt, je n'avais pas de livre et tout, etc. Alors là, ce coup-ci, j'en ai pris un gros, j'en ai pris un énorme, et c'est un dictionnaire. Alors, vous allez me dire, mes chers professeurs, vous allez larousser, comment on dit? Eh bien non, je ne vais pas larousser, parce que je vous ai sorti tout simplement le dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm. Alors ça, c'est quelque chose de très très précis, donc il doit y avoir, alors je regarde parce que j'ai la belle chose en main, il doit y avoir quelque chose comme effectivement 1200 pages, donc je précise qu'il n'y a absolument aucune illustration dans ce dictionnaire, c'est un vrai dictionnaire, donc en gros ça fonctionne, voilà, comme indico, c'est classé par ordre alphabétique, et vous avez donc bien sûr le titre du film, une fiche technique si vous voulez vous y plonger, un petit résumé de l'action, car des fois il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les œuvres pornographiques, et bien sûr après une petite critique, alors plus ou moins développée, donc certains films ont droit à quelques pages, et d'autres bien sûr sont ramenés à leur plus simple expression de quelques lignes, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors ça c'est formidable, parce que là vous en avez donc pour un bout, donc vous allez commencer avec le premier titre qui est À bout de sexe, et vous allez terminer par Zob, Zob, Zob. Si ça c'est pas magnifique, eh bien écoutez, moi avec ces 3 belles choses, plus peut-être je vous referai bientôt une autre petite chronique d'un futur confinement, même s'il arrive dans quelques années, c'est pas grave, au moins on prendra de l'avance. Et écoutez, avec ça, je crois qu'on a déjà de quoi faire, on peut tenir un siège. En tout cas, bon déconfinement à tous. Jazz, musical, or a bigger room we could take. Time, keep the night, keep it cool. Turn, right, straight ahead on my way back. Close, eyes, dreaming up till the end of time.
Caramel. Mou. Caramel. Bruno Zarn, Moon Jazz, Bruno Zarn, guitariste émérite, qui joue également dans le groupe Boucan et qui fait souvent paraître des albums de musique où il joue tout seul et il joue de tous les instruments, comme c'est le cas sur cet album-là, Moon Jazz, sorti en février dernier. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre Lérac, à notre bon professeur Thibault, à Didier Goupil et Éric Larenne d'y avoir participé, à Éric Falavier de l'avoir réalisé et à vous de l'avoir écouté. Notez que la semaine prochaine, le musée des abattoirs réouvre, mercredi prochain, 3 juin plus exactement, avec notamment à voir les estampes de Takesada Matsutani. À noter également que l'entrée aux abattoirs sera gratuite pendant toute la première semaine. Et puis le reste des lieux culturels devrait suivre petit à petit. On va bien finir par être complètement déconfiné un jour. D'ici là, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même adresse. J'espère avec mes petits chroniqueurs à moi à mes côtés. J'en ai marre d'être tout seul dans ma cave pour faire cette émission. Salut les filles. Caramel.